comme Martin Luther King, l'électeur du RN a un rêve. Son rêve, c'est celui d'une France blanche, débarrassée de ses indigènes. Il a le droit de faire ce rêve, mais pas de s'affranchir de ses responsabilités, car ce rêve, dans ses conséquences ultimes, et je dis bien ultimes, est au pire un rêve de déportation, voire de génocide, au mieux un rêve plantationnaire, fait de maîtres et d'esclaves. Le premier de ces rêves est pour le moment impossible à réaliser pour deux raisons. La première est une question de moyens. On ne déporte pas des millions de personnes en claquant des doigts. La deuxième, et les dirigeants d'extrême droite le savent, le patronat français a besoin d'une main-d'œuvre abondante et mal payée. Nous savons tous que la fasciste italienne Meloni a régularisé plusieurs dizaines de milliers de sans-papiers, malgré sa promesse d'une Italie blanche et civilisée. Des centaines de milliers. 350 000, je crois. 450 000. C'est énorme. Mais le rêve plantationnaire aussi n'est pas réalisable dans l'immédiat. En Europe occidentale, on ne peut plus avoir de main-d'œuvre complètement gratuite. Mais entre ces deux rêves irréalisables, la déportation ou la plantation, le compromis réaliste, ce sera une société de ségrégation raciale, autrement dit une société d'apartheid. C'est-à-dire un monde où non seulement une partie la plus exploitée du prolétariat sera entassée dans des réserves, mais où elle subira encore plus intensément l'arbitraire du pouvoir, où le système carcéral et la destruction physique des surnuméraires deviendront une menace du quotidien. Lorsque l'innocent électeur du RN vote, c'est ce projet qu'il plébiscite. C'est un acte de guerre, et il faut le nommer pour ce qu'il est. Un acte de guerre contre un dissemblable du point de vue racial, mais un semblable du point de vue de la classe. Jamais une élection n'aura à ce point démontré le caractère indissociable de la race et de la classe. Les petits blancs qui ont voté extrême droite, tout comme les indigènes qui ont voté FI, ont exprimé à la fois un vote de race et de classe dans le même temps. Je disais dans mon livre « Beauf et barbare » que la classe était une modalité de la race et que la race était une modalité de la classe. Ces élections en ont été la démonstration. Une partie non négligeable des petits blancs, 10 millions, déclassés, paupérisés, ont exprimé leur ressentiment par un choix suprémaciste, raciste, avec lequel ils espèrent préserver un statut supérieur dans la hiérarchie raciale, avec les privilèges qui sont réputés aller avec. Je dis réputés parce qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Quant aux indigènes, plus pauvres tendanciellement que les petits blancs, ils ont exprimé un vote dominé par des affects de race également. Arrachés par une partie non négligeable d'entre eux à l'abstention endémique, ils ont répondu à une promesse de justice et d'égalité raciale. Nous avons donc deux segments du prolétariat français qui, à partir d'une position de classe, font des choix diamétralement opposés de par leurs conditions de race. De telle manière qu'on peut dire que de part et d'autre du clivage racial, il existe une lutte des races côté indigène qui vient renforcer la lutte des classes et donc renforcer le pôle de la gauche de rupture, et une lutte de race côté blanc, petit blanc, qui vient non seulement affaiblir la lutte de classe, mais qui vient même la saboter au profit de la collaboration de classe entre le bloc bourgeois et une partie du prolétariat blanc. Il faut le dire une bonne fois pour toutes, négliger le rôle de la race dans le contrat social, c'est se priver des moyens de combattre l'État racial qui empêche l'unité de la classe ouvrière et la possibilité révolutionnaire dont elle est la condition de réalisation.